C'est au détour d'une promenade, un peu à 30 ou 40 km de Paris. Vous et moi, personne ne s'y attendait. C'est dans ce parcours que nous avons fait une grosse surprise et on dit on ne peut pas laisser passer cette surprise-là. Le monsieur que je vais vous présenter est un artiste. Il dit, tu as parlé, tous les jours tu parles, il y a un enfant qui est venu là, il va te bloquer. Il a fait et il continue de faire la fierté d'un combat noble qu'il mène. La situation l'a contraint à quitter son pays. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont derrière lui. Mais il est resté toujours l'homme. Serge Kassi, bonjour. Bonjour frère. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, Sergio, c'est le petit nom que le quartier te donnait, hein, Sergio. Sergent. Sergent, voilà, Sergent. Et puis il a le sourire. Qu'est-ce qui fait la particularité de Sergent? Et puis, malgré tout ça, tu as le sourire. Qu'est-ce qui fait ça? Ben, quand on a la grâce du Seigneur et quand on a cette chance-là de pouvoir, malgré tout embûche sur ton chemin, les surmonter, on ne peut qu'être heureux parce qu'on a la certitude d'être dans le vrai. Et quand on est dans le vrai, et quand on a la chance d'éviter beaucoup de choses sur son chemin parce qu'on croit en lui, on ne peut qu'être heureux. Va jusqu'au bout, parce que c'est pas normal. Est-ce qu'il y a un petit fétiche quelque part qui te stimule à garder ce sourire et tout? Non, ma foi en lui. Ma foi en lui. Parce que de mes parents jusqu'à mes grands-parents, on a toujours cru en lui et ils m'ont inculqué cela. Et c'est comme si je ne voulais pas moi-même. S'il y a un moment de découragement ou truc qui pouvait me venir par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à ma sortie de la Côte d'Ivoire à partir du Ghana, jusqu'à ce que j'arrive ici à un moment où personne ne croyait que je pouvais arriver ici, ce n'est que lui. Tu peux nous faire un petit résumé de ce parcours délicat, difficile que tu as vécu? Un petit résumé. Au soir du 5 avril 2011, quand j'entre chez moi à 6 h du matin après avoir veillé à Cocody sur des balles, des tirs qui venaient du Golfe ou du truc dans tout Abidjan. On attendait, c'est des tonnes de tirs partout. À 6 h, j'arrive très tôt chez moi pour prendre juste des documents. Parce que mon quartier qui était sous la zone, qui était à Angré Djibi, était déjà sous la rampe des rebelles qui tiraient du partout, à partir du plateau de Cuy, à partir d'Abobo. Donc je suis arrivé très tôt pour prendre mes documents. Dès que je suis parti 20 minutes après, un commando arrive chez moi et ma petite soeur a eu juste le temps d'aller chez le voisin. Heureusement pour elle. Elle était chez le voisin quand ce commando-là, sous la houlette d'un certain Diagaou qui était le commandant de la zone qui sont arrivés chez moi, qui ont commencé à tirer partout, on fait ce qu'ils avaient envie. Et bon, j'ai eu le temps de partir vers Port-Boué d'abord, et puis après des difficultés pour sortir de Port-Boué, pour aller à Bassam. De Bassam, on a pu sortir pour aller quelque part dans la forêt à Boisseau et Dieu merci, des personnes nous ont aidés à sortir pour rejoindre le Ghana le 11 avril à 21 h. Et pour venir à Paris, comment ça s'est passé? Ben écoutez, je suis allé à l'ambassade de France et on m'a donné un visa pour venir en France. C'est pas un miracle ça? Ben, c'est pour ça que je vous dis que ma foi en lui me conduit partout et je vais et je fais ce qu'il y a à faire. Et je continue mon chemin parce que je suis parti du Ghana, Dakar, le 26 octobre 2011. Une semaine avant, j'avais eu mon visa à l'ambassade de France au Ghana, ambassade de France au Ghana. Ils t'ont confondu peut-être à un Ghanien? Non, j'ai fait une demande normale comme tout le monde parce que la chance que j'ai eue, c'est que je ne me suis pas inscrit comme réfugié quand je suis au Ghana. Parce que mon optique n'était pas de rester au Ghana. Donc j'ai pu avoir ma carte de résident. Je me suis inscrit au bureau de droit d'auteur ghanéen comme artiste. Je passais dans les chaînes de télé et de radio ghanéennes pour la promotion de mon album. J'étais connu au Ghana. Et après, j'ai fait une demande en bonne et due forme
pour arriver ici. Et j'ai eu le visa. Et quand tu es arrivé ici, comment ça s'est passé? Et comment ça se passe jusqu'à présent? Ben, j'avoue que je suis arrivé dans des moments difficiles ici parce que Sarkozy est encore au pouvoir. Et quand je suis arrivé ici, j'ai fait ma demande d'asile et on a mis 4 ans. On m'a reçu 1 an. Je suis arrivé en 2011, on m'a reçu en 2012. Parce que tous les leaders de la jeunesse, tous les acteurs de la crise ivoirienne étaient répertoriés, ici à l'OFPRA. Donc on était tous connus. Et quand je suis arrivé, on m'a reçu 1 an après. Et on a pris 4 ans. 4 ans après pour valider, pour t'accepter comme réfugié. En fait, quand ils m'ont reçu, ils ont pris mon dossier, ils ont mis à côté pour ne pas que je puisse aller au recours. Parce que si j'allais au recours, j'avais effectivement, puisque j'avais toutes les preuves que ma vie était traquée par les rebelles qui avaient pris le pouvoir à Abidjan. J'avais toutes les preuves avec les images, avec tout ce que cela comportait comme tout. Donc on a pris mon dossier, on a déposé ça quelque part et on m'a laissé sans pouvoir que je puisse sortir, que je puisse travailler pendant 4 ans. C'est en 2015 qu'on m'a donné effectivement mes papiers sous Hollande. Et aujourd'hui je suis en exil ici et je continue mon exil tout en restant dans ma carrière, tout en promouvoir ma carrière musicale puisque je suis artiste, musicien, chanteur. Et c'est ce que je fais. Et vous vous êtes constitué en une association de réfugiés politiques ivoiriens en France? Oui, il y a 2 ou 3 ans, je crois, ouais, il y a maintenant 3 ans qu'on a créé l'URIF, l'Union des artistes, parce qu'il n'y a jamais eu de réfugiés ivoiriens officiellement connus par les autorités françaises. C'est ce que nous avons mis en place avec, en son temps, Baron Michel et le professeur Balobi. On a mis cette association, l'Union des réfugiés ivoiriens de France, reconnue officiellement par l'État français, et dont je suis le vice-président. D'accord. Alors Sergio, depuis lors, quel résumé, quelle analyse tu fais de la lutte que vous avez menée contre vraiment avec les difficultés qui se sont offertes à vous, la lutte pour la libération des prisonniers, en l'occurrence le président Gbagbo, Blé Goudé, quelle est l'analyse et le bilan que tu fais à ton niveau? Je veux d'abord tirer mon chapeau à toute la diaspora ivoirienne en Europe. En Europe particulièrement et dans le monde. Parce que après 2011, quand le président Laurent Gbagbo a été déporté ici à La Haye, je pense que la diaspora ivoirienne a su transporter le combat de l'alliance de toute la jeunesse patriotique ivoirienne, de tout le peuple de Côte d'Ivoire en France. Ça a été tellement spontané, c'était tellement spontané et fort que ils sont à féliciter. Parce que ceux qui pendant 11 ans ont prospecté, parce que les Occidentaux ne font rien à la hâte. Ils prospectent 10 ans, 20 ans, 30 ans, des fois même 50 ans. Ils font leur et ils mettent en pratique leur prospection. Je pense que dans le cadre de la Côte d'Ivoire, ça a été ce cas. Et ils n'ont pas prévu cette résistance civile qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Pendant 11 ans, ils l'ont même dit. Ils ont tout prévu sauf la résistance civile des Ivoiriens. Et ils n'ont pas aussi prévu cette résistance civile de la diaspora ivoirienne. Africaine, africaine, non, même africaine, parce que c'est les Ivoiriens qui ont d'abord commencé et les Africains sont mis dedans parce que l'image qu'ils n'ont jamais vue et qu'ils n'ont jamais entendue, c'est-à-dire en fait, c'était le président Laurent Gbagbo qui a, pour la première fois dans le monde, a amené ceux qui depuis des années, depuis des décennies, des décennies à partir de Samori, à partir de tous ces leaders africains, qui ont les Kwame Nkrumah, les Mandela et autres, ont été les vrais commanditaires
les précurseurs de la chute de nos leaders. Pour la première fois dans le monde, le président Laurent Gbagbo a amené si tu veux, ces colonisateurs-là à se dévoiler. Et je pense que les images du 11 avril 2011 ont été, pour les Africains, cette image de trop. Où on voyait maintenant celui qui, depuis des décennies, amenait les Africains à prendre leur place dans des coups d'État, dans des divisions, dans tout ce que vous pouvez comprendre. Et pour la première fois, Laurent Gbagbo a amené la France à se dévoiler en Côte d'Ivoire à partir des bombardements, à partir de cette crise ivoirienne. Et les Africains découvraient un président, que l'armée française sorte et que l'armée française vienne arrêter un président africain élu démocratiquement dans son pays pour des simples élections. Dont on a argué que c'était, et on découvre celui qui était derrière, puisqu'il a été arrêté par l'armée française. Il a été arrêté par l'armée française, il a été remis aux rebelles, et toutes les images sont là pour démontrer ce qui s'est réellement passé. Et les Africains ont été choqués. Est-ce que, sergent, à vous entendre dire, vous affichez une fierté, une admiration folle pour Laurent Gbagbo? Écoutez, on ne peut que l'aimer. Parce que nous, ces jeunes des années après les indépendances, on a cette image de l'histoire qui nous retrace la vie de nos leaders africains qui ont résisté, qui ont voulu servir les peuples africains et qui ont été tués ou emprisonnés. Vous vous souvenez de ma chanson Mais révolté. Je fais partie de ceux qui se sont révoltés, ces étudiants des années 80, 81, 82 qui sont révoltés parce que on aspirait au multipartisme. On voulait avoir des Lumumba, on voulait avoir des Kwame Nkrumah parce que leur histoire était pour nous des exemples. Et on retrouve cela en Laurent Gbagbo, qui est cette race de personnes qui s'apparentent à Kwame Nkrumah, qui s'apparentent à qui quand là pour le pouvoir, il a dit que je ne suis pas le sous-préfet de l'Élysée, ni de que je suis venu pour servir mon pays. Et je pense qu'il venait de signer son arrêt de mort. Et depuis qu'il a été élu en 2000, il a fallu 2 ans simplement pour que les mêmes ressurgissent pour l'enlever du pouvoir parce qu'il n'a pas été celui-là qui a été choisi par l'Élysée. Ok? Et ça a été, on dit toujours, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Mais alors pourquoi tu n'es pas allé directement soutenir le président Gbagbo? Et puis dans la lutte, tu t'es affiché avec Bleu Goudé. Tu aurais dû rester avec le président Gbagbo. Pourquoi tu es resté avec Bleu Goudé? Dans la galaxie patriotique, je veux dire. Ben non, je me suis pas affiché avec Bleu Goudé, parce que Bleu Goudé ne s'est pas affiché avec quelqu'un. Les institutions de notre pays ont été attaquées le 19 septembre 2002. On voit qu'il y a une rébellion qui s'est installée à partir du nord et qui sont venus pour déstabiliser notre pays. Et nous, en tant que jeunes, moi en tant que leader d'opinion, artiste engagé en tant que tel, qui est tout le temps dans les studios pour dénoncer les méfaits de Babylone sur nos États. Les trucs, je me rends compte que mon propre pays est attaqué par ces mêmes oligarchies qui créent la division pour mieux piller nos trucs. Je me suis senti le devoir de venir soutenir les institutions de mon pays qu'incarnait le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que vous m'avez vu avec toute cette jeunesse-là dans les rues à Abidjan pour demander à ce que les rebelles désarment. Et la preuve, avec Charles, on est parti, on a rencontré les rebelles, on a parcouru tout le pays entier pour demander aux gens de déposer les armes, que la solution, oui, c'était de discuter. La caravane de la paix. On l'a fait sans armes. On est parti partout, on a rencontré tous les trucs, on est parti même à Boaké. Quand Soro Guillaume, qui était mis dans l'axe de la paix avec nous, où son avion a été attaqué, on a été les premiers à rentrer à Boaké pour le soutenir pour que cette paix que nous sommes en train de défendre ne puisse pas capoter. Voilà, donc voici le truc qu'on a fait pour sauver notre pays et pour sauver les institutions de notre pays. Et comment tu vois la suite? Ben, je pense que cette année après, puisqu'on a voulu
on a voulu maquiller la vérité en nous emmenant dans un débat juridique pour pouvoir mieux isoler le président Laurent Gbagbo dans les geôles de la CPI. Et je pense que l'abnégation et la force de la résistance des Africains en Europe ont commencé à payer. Ont commencé parce qu'ils ont pensé que c'était une affaire d'un mois. Après, ils ont pensé que c'était 6 mois. Après, c'était 1 an. Mais elle dure 7 ans. Et on se rend compte que le schéma dans lequel ils nous ont tous amenés, c'est-à-dire à utiliser des voies juridiques pour maquiller leurs méfaits, parce que tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, personne ne peut dire que Laurent Gbagbo a été celui-là qui a voulu tuer les militants de M. Ouattara dans un plan commun. Et ce plan commun-là, 82 témoins sont venus à La Haye. Tous les experts sont venus à La Haye. Il n'y a aucun, la plupart ont été des témoins à décharge pour le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et aujourd'hui, la CPI elle-même est obligée d'arrêter le procès parce que la seconde phase ne l'arrange plus. N'arrange pas les commanditaires de ceux qui ont mené Laurent Gbagbo à La Haye, parce que si 82 témoins n'ont pas pu venir prouver la culpabilité des 4 chefs d'accusation dont Bensouda accuse le président Laurent Gbagbo, devinez la suite. C'est pour ça que je tire toujours mon chapeau à cette résistance africaine qui s'est installée en Europe pour, comme fait de lance, Gbagbo et Gbagbo. Maintenant, comment les Ivoiriens doivent se réconcilier? Quel est le remède selon toi que vous devez mettre en place pour que demain les Ivoiriens se retrouvent en parents, mais pas en chien de faïence? Écoutez, je suis pas celui qui viendra sur des plateaux de télé pour faire chic. Ou pour dire, bon voilà, non, j'ai pas été cette personne et je ne serai pas. Depuis le 11 avril 2011, quand le coup d'État a été fait pour installer la rébellion au pouvoir, où les FRCI, les rebelles FRCI ont été transformés par décret comme une armée nationale. Depuis l'installation de M. Alassane Dramane Ouattara, monsieur, dites-moi, quel est le pas depuis 2011 que M. Ouattara a posé pour la réconciliation? Rien. Aucun signe. Parce que son pouvoir a été installé dans la division et son pouvoir ne peut que prospérer dans la division. Le jour où M. Ouattara décidera qu'il faut que les Ivoiriens se retrouvent, il faut que les Ivoiriens se parlent, il faut que la Côte d'Ivoire retrouve sur les rails, son pouvoir n'existera plus parce qu'il n'est pas venu par des élections, il est venu par les armes. Celui qui vit par les armes périt par les armes. Et aujourd'hui, M. Ouattara est dans cette optique-là. La preuve, ça fait 7 ans. Près de 300 prisonniers politiques sont en prison, qui n'ont jamais vu de juge, qui n'ont jamais vu de trucs et qui sont en train de croupir dans la désuétude totale au vu de tous ceux qui, quand Laurent Gbagbo était là. M. Ouattara, il n'y a pas de prisonniers politiques. Hein. Ben, je ne sais pas si c'est de la démence. Vraiment, je ne sais pas si c'est de la démence ou s'il fait exprès. Parce que, qui nous disent qu'est-ce que Simone Gbagbo, qu'est-ce que 300 jeunes, près de combien de jeunes ont été arrêtés à Yopougon, simplement parce qu'on les a qualifiés de pro-Gbagbo. Et beaucoup, il y a un qui est mort même, il n'y a même pas encore une semaine, Bouyo Paul, qui est mort il n'y a même pas une semaine, et dont on accuse d'être allé attaquer l'école de police, avec aucune preuve. Il n'a jamais été reçu par un juge, et qui est mort il n'y a même pas une semaine. Ce jeune-là, c'est un prisonnier quoi. Il y a des civils et militaires qui ont respecté leur devoir de soutenir les institutions de la République, qui sont aujourd'hui accusés de pro-Gbagbo, qui sont en prison. Ok? Dont on accuse de tous les maux, alors que c'est pour avoir respecté leur devoir de militaires. Aujourd'hui, ils sont en prison. Et on dit qu'il n'y a pas de prisonniers. Il y a près de 200 jeunes qui sont rentrés en 2011 en prison et dont on ne retrouve pas de traces. Et ça, aucune organisation des droits de l'homme et tout aujourd'hui n'en parle. Mais ils sont rentrés. Ils ont leur nom, leur famille ne retrouve pas de traces. Vous pensez que ce pouvoir-là veut une réconciliation en Côte d'Ivoire? Vous pensez que ce pouvoir-là est prêt pour que les Ivoiriens se retrouvent? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que ses propres militants,
ses propres militants et même ceux qui ont fait la guerre sont en train de se détourner de lui parce qu'ils n'ont pas pensé qu'on pouvait arriver à là. Ils n'ont pas pensé qu'on pouvait arriver à là. C'est pourquoi je n'ai pas de solution miracle que si M. Ouattara un jour décide que il faut mettre fin à son rêve de pouvoir régner sur la Côte d'Ivoire sans partage et faire partie et faire rester en exil définitivement ceux qui sont en exil et ceux qui sont dans les prisons, mourir dans les prisons et pour que son pouvoir prospère. Alors Soro Guillaume prône, nous tirons vers la fin de notre émission, Soro Guillaume depuis longtemps prône la réconciliation, la paix. Est-ce que Sergent tu y crois? J'ai toujours ne pas voulu me prononcer sur la sincérité peut-être de Soro. Il a de bonne foi, il n'est pas de bonne foi. Nous n'attendons que des faits et des gestes qui amèneront. Moi j'estime que si Soro Guillaume se remet en cause, estime que Ouattara l'a utilisé pour arriver là où il est. Et qu'aujourd'hui, Ouattara même aujourd'hui, ça s'en prend à lui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, s'il estime qu'il faut que les choses changent, je pense qu'il sait où habite Aboudaman Sangaré, le seul représentant de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il sait où il habite. Qu'il aille sincèrement s'asseoir avec Sangaré. Pour qu'ensemble, c'est-à-dire qu'il coupe avec Ouattara et qu'il aille s'asseoir avec Sangaré pour dire bon voilà, voici ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui je veux passer à des gens concrets. Il est le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi l'Assemblée nationale ne peut pas prendre sur elle la responsabilité d'une amnistie générale pour faire sortir tous les prisonniers? Pourquoi on ne commence pas par là pour montrer sa sincérité aux Ivoiriens? Moi, je l'attends sur ce truc-là pour pouvoir voir réellement qu'il est prêt à aller dans ce sens-là avec les Ivoiriens pour que demain, il puisse être jugé par ses faits et gestes par rapport à ce qu'il a fait de grave aux Ivoiriens. Vous voyez, ceux-là, c'est comme des nids d'abeilles, quand tu les secoues, ils sortent, ça pique de gauche à droite. Il n'a pas été préparé, nous ne savions pas qu'il était là, on est tombé sur lui et j'espère que ce que nous avons pu tirer de lui, ça vous a servi. Sinon, pour ceux qui ne l'ont pas vu depuis longtemps, Serge Kassi va très bien. Ouais. Il va très bien, ouais, il a le moral. Très bien. Et à un moment, le bruit a couru comme quoi il s'est marié, que sa femme, elle a voulu te donner du goumen. Mais tout ça, c'est... Il a le sourire, il a la pleine forme, il est toujours dans son combat. Mais ce que nous retenons, c'est l'appel qu'il vient de faire à Soro Guillaume. Soro Guillaume, tout le monde te dit, si tu es vraiment sincère, il y a des canaux par lesquels tu peux passer pour que la Côte d'Ivoire te dédommage de beaucoup de choses et te réinsère dans le tissu socio-politique de la Côte d'Ivoire. Sergi, un dernier mot? Dire aux Ivoiriens que de ne jamais désespérer, parce que l'espoir existe toujours, et je suis convaincu, devant Dieu, je suis convaincu que très bientôt, ils auront de très bonnes nouvelles de l'AE. Merci de nous avoir suivis. Sergio, allez. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci.